Salut tout le monde. On avait évoqué les frappes israéliennes sur la base de Maïsaf en avril, le 13 avril, le samedi 13 avril. On avait évoqué à cette occasion le système S-300, qui est un système antimissile russe. Hein, donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je crois que c'est, je ne sais plus quel est le titre de la vidéo, mais enfin bon. On avait évoqué aussi préalablement, dans une vidéo précédente, on avait parlé des systèmes antiaériens, anti-missiles, anti-aéronefs, parce que maintenant il faut tout prévoir. Hein. Et on avait détaillé un petit peu longuement, donc on avait parlé de certains systèmes, les principaux. On avait parlé du Samba franco-italien, on avait parlé du THAAD, comment on appelle ça, du système Aegis qui est maintenant sur Terre et qu'on appelle Aegis Ashore américain. Et on avait évoqué le système en trois couches israélien. Trois couches. La première d'homme de fer, en partant du bas, hein, couche inférieure. D'homme de fer, Kelat David, qui veut dire fronde de David, et le système Hetz, qui veut dire flèche. Et en fait, c'est un système antimissile pour un certain type de missiles, hein, les plus gros, les plus dangereux, basé sur des intercepteurs Arrow américains. Alors pourquoi je tenais à vous parler de Dôme de Fer, c'est parce qu'il y a eu un week-end à, il y a eu un week-end à 20 ou 30 patates. Vous allez comprendre pourquoi aussi. Entre les Israéliens et les Palestiniens. Et puis comme on parlait de système anti-aérien et comme lorsque à chaque fois qu'on parle d'armement, je reviens en vous disant il faut voir lorsque les armements sont utilisés en temps réel, en situation réelle, et là on peut se faire une idée, là on peut se faire une idée du dôme de fer. Parce que moi j'entends beaucoup de conneries sur le système d'homme de fer. J'entends beaucoup de conneries négatives et les gens, en fait, c'est de la propagande. Alors, je vous rappelle qu'on parle de matériel, qu'on parle de sujets, mais sur un plan militaire, que c'est pas de la politique, qu'il n'y a pas de gentils, qu'il n'y a pas de méchants. Il y a juste des gens qui veulent comprendre et donc à qui je vais essayer de donner les quelques éléments de compréhension que j'ai pu obtenir. Ça vous permettra de vous faire un avis. On n'est pas là pour dire c'est pas beau, c'est beau, oh il a dit ça, ça veut dire qu'il aime ça. Moi je vais être le plus neutre possible là-dedans. C'est la meilleure manière de traiter l'information. Hein. Ce week-end, oui, le week-end du 4 et du 5 mai, il y a eu une nouvelle poussée de fièvre à Gaza. Bon, ça commence toujours pareil, hein, une roquette, un truc, un machin, un crachat, un clin d'œil, et ça finit très vite en tir de roquette d'un côté et d'obus, et en frappe de représailles de l'autre côté. C'est la deuxième fois, et c'est en cela que c'est intéressant d'en parler, c'est la deuxième fois par contre où on voit les Israéliens pas trop pressés de, de faire la guerre, qui se contentent de répondre mollement. Et on a l'impression voilà, que s'ils pouvaient s'éviter cette embrouille entre voisins, là, ils se l'éviteraient bien. Et ça a été pris comme un signe de faiblesse la première fois, il y a quelques semaines, puisque Netanyahou a vite signé un cessez-le-feu. Mais les spécialistes vous diront, et observent ça avec méfiance, que Israël a été mou, molle, oui au féminin plutôt, mais haïtien. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un truc. Donc on va essayer aussi de comprendre ça à travers l'explication enfin à travers l'explication de ce qui s'est passé et à travers aussi l'étude de ce qu'a fait Dôme de Fer, puisque là il a été confronté à une situation inédite. Hein. Il y a même eu des cas de tentatives de saturation. Et vous allez voir que c'est un système anti-aérien, anti-missile, anti ce que tu veux, hein, mais qui vient dans l'air, qui est très très efficace. Enfin, qui vient dans l'air, oui, qui vient dans l'air, même si c'est du sol-sol. Comme là c'était surtout des obus non guidés, des roquettes non guidées qu'ont lancé le Hamas et le djihad islamique. Alors c'est simple, regardez. Il y a eu 690 roquettes et obus qui ont été tirés. Alors les chiffres sont essentiellement des chiffres israéliens, mais ils sont fiables parce qu'ils n'ont pas été remis en cause. Ils sont fiables parce que de toute façon, je suis en train de les chercher les chiffres, voilà. Et ils sont fiables parce qu'au vu des morts, bah ouais, il y a eu 4 morts côté israélien, 4 civils morts. Euh, Personne n'a remis en cause ces chiffres. Ils semblent correspondre à la réalité. Donc voilà pourquoi je les ai repris. Donc il y a eu 690 roquettes et obus tirés par le Hamas et le djihad islamique. 90 ont raté leur tir. Enfin, il y a eu 90 tirs ratés. C'est-à-dire des roquettes qui ne parvenaient même pas à arriver en Israël. Ça arrive, hein. Il faut savoir que la maîtrise de la balistique suppose du temps, de l'argent, des compétences, des moyens. Beaucoup de pays sont
sur ces questions de balistique depuis très longtemps et ont du mal à développer. Bah, l'Iran vient juste de développer des missiles de croisière, des missiles guidés. La maîtrise de la balistique, c'est la maîtrise de l'alliage, c'est la maîtrise de l'aérodynamique, c'est la maîtrise du système de guidage, c'est la maîtrise des composantes qui vont avec, de la programmation, la maîtrise de l'explosif, la maîtrise de tout un tas de choses, des contre-mesures et des mesures électroniques. Ça suppose un guidage inertiel, ça suppose un guidage éventuellement thermique, ça suppose un guidage GPS, il y a toujours de guidage de toute manière. Hein. Voilà, donc ce que des pays ont du mal à faire, bah, le Hamas n'y arrive pas encore. Le Hezbollah, depuis 20 ans, commence à avoir des missiles guidés. C'est les missiles qui font peur aux Israéliens parce que c'est des missiles qui ont une très longue portée. Hein. Vous avez le Zelzel, mais vous en avez d'autres, le Fajr, tout ça et tout. C'est des missiles qui peuvent aller en profondeur, à 150 km en profondeur dans le territoire israélien et qui sont guidés. Ça leur fait peur. Le Hamas n'en est pas encore là. Mais en 41 heures, on a eu du 17 roquettes à l'heure. On a même eu pendant une heure 117 roquettes qui ont été tirées pour tenter de saturer d'hommes de fer et ça ne l'a pas saturé. L'affrontement a duré 41 heures. 90 sur les 690 n'ont même pas atteint le territoire israélien. 240 ont été interceptés en vol par l'intercepteur Tamid, qu'on verra tout à l'heure, je vous le mettrai en photo. À la limite, on peut même... je vais même vous mettre du dôme de fer là, que vous ayez une idée un petit peu, hein, parce qu'il y a 3 couches, et dôme de fer, et là, pour attraper des roquettes, des obus, des choses peu technologiques, de courte portée, pas trop non plus, hein, parce qu'il lui faut entre 30 secondes et 2 minutes de temps d'action, donc il ne faut pas que ça soit étiré à moins de 4 km, pour lui donner le temps de réagir, de calculer la trajectoire de la roquette et éventuellement de demander à l'intercepteur de lancer un missile Tamid pour l'intercepter, mais il n'en demeure pas moins que là, il a fait front. En interceptant, donc 240 ont été interceptés, et 300 n'ont même pas été... ils n'ont même pas tenté d'intercepter les 300 qui sont arrivés sur le territoire israélien, parce que ces 300-là vont en zone inhabitée. Ça aurait été du gaspillage. Parce qu'effectivement, en face, tu as des roquettes qui coûtent pas un rond. À tout casser, c'est du 300-400 $. La roquette, ou l'obus. Guerre plus, hein, et on va parler de roquettes parce que l'obus ça doit être beaucoup moins, ça doit être du 50 $. Et de l'autre côté, il faut savoir que ce genre de missile, c'est du. Je suis en train de regarder le chiffre, hein. C'est du 80 000, hein, entre 20 000 et 80 000 $ par interception. Par exemple, les 240 interceptions en vol, si elles ont été faites par des missiles, tu multiplies par. Je vais chercher le chiffre. Non, c'est entre 80 000 et 150 000 $. Alors même en multipliant par 80 000 et 240 interceptions, tu vois bien que entre ça, le prix de tout un tas de choses, on est sur un week-end entre 20 et 30 millions de dollars de perdus pour les Israéliens. Ceci explique aussi peut-être pourquoi ils sont mous, ils n'ont pas trop envie de s'embrouiller avec des gueux qui ont des fourches, parce qu'ils se disent bon on les écrase, on est dans la merde, on les écrase pas, ils vont nous piquer. Mais ça on va y revenir, on va y revenir. En contrepartie, donc voilà, donc on a 86% des roquettes qui menaçaient des secteurs résidentiels et qui devaient être détruites qui ont été détruites. C'est un énorme taux. Au-dessus de 75%, un système antimissile est un bon système. Alors là, on relativise, c'est des roquettes, c'est des obus. On est d'accord. Mais bon, on a une situation réelle quand même intéressante. Il y a eu des cas de saturation, ça n'a pas suffi. Voilà, il y a eu 4 morts d'un côté, 27 morts de l'autre, dont 11 combattants, donc ça suppose 16 civils, 320 frappes sur Gaza. Ce système dôme de fer, on va encore vous mettre des photos un petit peu pour que vous l'ayez. Que je vous dise pas de bêtises. Non, celle-là, on va l'enlever, parce que ça, c'est pas dôme de fer, c'est justement front de... Non, c'est Arrow, ça. Alors, dôme de fer, je vous demande un instant, voilà, c'est fait. Donc, vous le voyez en action. Voilà, un missile Tamid, 3 mètres, 16 cm de diamètre, il me semble, Mach 2,5, c'est l'intercepteur. Chaque lanceur, un lanceur c'est ce que vous voyez en bas, chaque lanceur en contient 20. Alors et là on va revenir un peu à ce qui s'était dit aussi en Syrie lorsque certains m'ont dit il y a 48 S-300 et j'aurais dit non c'est des unités. Voilà, vous avez une batterie c'est des lanceurs. Les lanceurs c'est ce que vous voyez, c'est des unités. Donc tu vois une batterie, 3-4 lanceurs. Dans chaque lanceur, tu as 20 Tamid, 20 missiles intercepteurs. Le tout est relié à un radar et à un centre de commandement. Un radar de trajectographie qui calcule le point de chute des roquettes à l'intérieur d'Israël. Si la zone est habitée,
on déclenche l'interception. Si la zone est inhabitée, on ne déclenche rien du tout. Bon, bah, s'il y a un berger, il va se la prendre sur la tronche, mais ça... Voilà l'intercepteur, voilà l'une des couches inférieures. Vous avez, voilà, je vais vous mettre, bah, écoutez, je vais vous mettre la couche supérieure, tiens, qu'on ait tout ça. Ça, c'est un Arrow. Et là, c'est pour les missiles intercontinentaux, les missiles de croisière, des trucs qui arrivent de loin, qui sont un peu plus sophistiqués, qui sont maniables. Donc l'Arrow, c'est le summum, c'est le haut. Et entre les deux, vous avez Fronde de David. Alors, Fronde de David, écoutez, Fronde de David, c'est là, c'est à droite. C'est celui qui est à droite, là. C'est le missile qui part à droite, hein, le soleil est là. Vous voyez sur les 3 photos. Là, c'est Fronde de David. Et chacun forme une couche de ce qu'on appelle la défense anti-aérienne israélienne. Là, le système d'homme de fer s'occupe du petit, hein, du tout venant. Le système Fronde de David s'occupe de l'intermédiaire, hein, medium size. Et les Arrows s'occupent de tout le reste. Sachant qu'il n'y a pas de, il y a pas de système. Les Arrows, on peut les comparer à, c'est un mélange entre patriote et on va dire c'est pas un THAAD, hein, c'est pas parce que les THAAD c'est hit and run, c'est encore autre chose, ça explose pas, je veux dire, ça tape contre le missile et ça le prend au milieu de trajectoire avant la chute. Parce qu'une fois que un missile balistique par exemple chute, tu ne peux plus l'attraper, il est à Mach 6, Mach 7, tu ne peux plus l'attraper. Voilà. Mais là vous avez le système Arrow. Donc en fait, la seule chose qu'on puisse reprocher à ce système, c'est son coût. Effectivement, quand d'un côté tu peux balancer, je sais pas, 100 roquettes à 500 dollars, ça fait quoi? Ça fait 50 000. Ça fait même pas le prix d'un intercepteur. Et il est là le problème, hein. Dans les guerres asymétriques, dissymétriques, là je dirais, c'est très souvent et le problème des grandes armées, hein, même les Russes commencent à connaître ce problème, hein, c'est que quand tu as des gros jouets très efficaces, bourrés d'électronique, mais très coûteux, tu peux pas en avoir beaucoup. Ah, c'est comme les avions, quoi. Ah, là, t'es obligé de te partager un avion, alors que les gars, les Kalachnikov, ils peuvent en faire 20 dans la nuit. Un avion sera plus efficace, c'est ce qui fera gagner la guerre. Mais voilà le problème, c'est le problème du gros jouet. Et en face, à la limite, j'ai envie de dire que la fronde de David, c'est plutôt les cailloux palestiniens sur le coup. Sans juger de la moralité du conflit, là. Mais je veux dire, au niveau de. Si on devait voir une fronde, là, elle est plutôt de l'autre côté. Mais enfin bon, c'est un système qui est très efficace. Ce système-là, donc, a été testé lors de la deuxième poussée de fièvre. Et c'est la deuxième fois où on voit très vite Netanyahou ne pas vouloir de guerre avec Gaza, ne pas vouloir durcir et signer très vite un cessez-le-feu sous médiation égyptienne. Donc le Hamas a plusieurs raisons. Le Hamas et Netanyahou, enfin le Hamas n'a pas trop le choix. Il est ostracisé, il s'est loupé en s'alliant aux frères musulmans en Syrie, il s'est loupé, il s'est discrédité, l'Iran l'a récupéré et les Syriens l'ont récupéré, mais on sait très bien que c'est pas un allié fiable. Militairement, il vaut pas grand-chose. Euh, les dissensions qu'il a avec l'OLP ont détruit ce qu'il y avait de résistance en vrai. Il lui reste quoi, voilà. Il n'a même pas Obama pour le couvrir. Parce que maintenant, le contexte lui est défavorable. Il n'a pas le temps. La bande de Gaza est asphyxiée économiquement. Plus personne ne parle d'eux. Donc le Hamas, de temps en temps, fait sa petite crise de nerfs et fait sa petite guerre en espérant que les Israéliens rentrent dans Gaza pour s'embourber au sol et pour avoir des pertes et pour qu'ensuite on parle d'eux. Ils n'ont plus que ça pour se faire connaître, pour essayer de faire quelque chose. Voilà. Alors qu'il y a des solutions aussi, je veux dire, parce que le Hamas finalement ça a été un échec, ça a divisé la résistance palestinienne, ça a suivi tous les mouvements islamistes qui ont détruit le monde arabe. Ça a pas apporté grand chose aux Gazaouis, il y a beaucoup de Gazaouis qui en ont marre d'eux. À part faire des tunnels et de la contrebande, qu'est-ce qu'ils ont fait, je veux dire. Voilà. Non, parce que je critique Netanyahou, mais je peux aussi critiquer le Hamas, quoi. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent quoi? La charia pour tout le monde? Et de temps en temps, on envoie des foules de gens se faire massacrer aux frontières. À quoi ça a servi les massacres, là, depuis un an de Palestiniens, que tu envoies à la frontière? Tu sais très bien que tout le monde s'en branle des Palestiniens. Non, mais faut être honnête. C'est pas moi qui le dis, c'est malheureux à dire. Tout le monde s'en branle et tu envoies des gens. À quoi sert le Hamas? L'OLP a servi. L'OLP, ils n'étaient pas parfaits, ils ont mal fini avec Mahmoud Abbas, mais à quoi sert le Hamas?
Même ça, il n'y arrive pas. En plus, les Israéliens, ils veulent pas se taper avec un moucheron, je le dis comme je le pense, parce qu'ils se disent, le moucheron, il va nous occuper, il va nous mobiliser des forces, et pendant ce temps, les trois gros au-dessus, ils vont nous taper dessus. Les Israéliens, à l'heure où je te parle, ils se préparent à une offensive au nord, Hezbollah, à l'est, les Iraniens et les Syriens, et le Hamas qui va essayer ces petits trucs. Qu'est-ce que peut faire le Hamas? Des piqûres de moustiques. Si, ils peuvent détruire des postes avancés, ils peuvent gêner, hein. Tu sais, c'est le type qui est dans le dos, il fait 1 mètre, mais il peut te mettre des petits coups de couteau, hein, des petits coups de coupe-ongle. Ça va te gêner dans la bagarre face aux autres. Les Israéliens, leur plan il est simple. Dès que les autres commenceront à entamer des débuts de guerre, ils taperont les premiers avec leur aviation et ils mettront le paquet, c'est-à-dire tapis de bombe. Je pense que c'est ça qu'il y a à faire. Je vous parle de tactique, j'ai pas dit que c'était bien ou pas bien. Les autres, par contre, ont tout intérêt à ce que les Israéliens s'embourbent à Gaza, parce que si les Israéliens s'embourbent là à Gaza et montrent le début du signe de faiblesse, les trois gros en haut les attaqueront, au nord et à l'est. Allez voir, je vous mets pas la carte. Donc là, il y a l'Eurovision entre le 14 et le 18 mai. Devinez qui va gagner l'Eurovision. Ah bah, vous le savez, hein. Bon, voilà, malheureusement, on va devoir organiser l'Eurovision de l'an prochain. Enfin, j'espère que l'an prochain ne sera pas là, parce que, putain, enfin bref, voilà, vous avez la réponse. Donc le Hamas avait tout intérêt aussi à faire parler de lui et des Gazaouis en cette période d'Eurovision, pour diaboliser Israël. Les Israéliens n'avaient pas intérêt justement à ce qu'il y ait la guerre en cette période-là, parce qu'eux, ils s'attendaient à avoir des touristes, à faire la promotion du pays, tout ça, tout ça. Donc ceci explique cela. Donc les gens qui me disent, ouais, Netanyahou a peur, le Hamas a gagné la guerre, non, c'est juste que là, c'est pas le moment, là, c'est le moment du business, là. Et les autres ont compris que c'était le moment du business, ils se sont dit, tiens, on va lui casser son business. Donc lui, il signe vite des cessez-le-feu, alors qu'on le sait parfaitement qu'il peut neutraliser tous ces trucs s'il met le paquet. Le problème, c'est que ça sera une boucherie. La question, c'est, voilà, ça fait pas mal de vidéos où je critique Netanyahou, hein, et puis à raison en plus, mais le Hamas avec le djihad islamique, c'est pas un projet non plus. Mais d'accord, surtout qu'en bout de chaîne, tu vas retrouver les Américains, encore une fois, je veux dire, en bout de chaîne des islamistes, tu retrouves qui? Alors s'ils voulaient parler, m'attaquer, allez voir les Palestiniens qui habitent Gaza et qui sont des musulmans et qui en ont marre du Hamas. Et qui en ont marre du Hamas et de la police du Hamas qui va aller fliquer l'autre parce qu'elle a pas mis de voile. À quoi il sert le Hamas? Parce que, excuse-moi, mais voilà, bon, autant je respecte le Hezbollah qui est un mouvement, je pense, légitime et nationaliste libanais, autant le Hamas j'ai un peu du mal. Hein. Bref, le Hamas et le djihad islamique, c'est entre 5 et 20 000 obus et roquettes non guidées. C'est une production locale de faible niveau technologique. Le problème, il est là, c'est elle coûte pas un rond, cette construction, cette production. Alors qu'en face, ça coûte de l'argent. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu, hein, donc j'ai un petit peu plus. Enfin, j'ai poussé on va dire, pas le raisonnement, oui, si, le raisonnement, je l'ai poussé au-delà du dôme de fer, pour parler un petit peu du Hamas, des poussées de fièvre. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ben, on va quand même remarquer une chose, c'est que, alors, les ancêtres, les rois de l'artillerie, c'est les Français. Et l'empereur de la balistique des missiles, donc qui a pris le relais, hein, c'est les Allemands. Et là, tu vois, par exemple, le Hamas, ils en sont peut-être au niveau du V2, du V1, du V2. Les Iraniens, tout ça, ont commencé comme ça, petit à petit, à comprendre les paraboles et tout. On voit qu'un missile, l'autre fois on a parlé de Rampage, en France on a MBDA, je crois, ouais, MBDA qui fait de la missilerie. Mais les amis, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point, par exemple, le Tamid que vous voyez là, c'est un ensemble de compétences que peu de pays ont. Et que tous les pays, parce que les Iraniens, ils en ont des mathématiciens et des cerveaux. Hein. Hein, ils en manquent pas, les gars. Hein. Je te promets, ils en ont. Et ils ont mis 20 ans ou 25 ans pour maîtriser un peu la balistique, quoi, et être crédibles et faire peur avec leurs missiles. Les Hezbollah d'ailleurs en bénéficient parce qu'ils les reçoivent tout fait. Hein. Ils n'ont pas encore la capacité de construire une centrale inertielle, un truc. Voilà. Mais lorsqu'on parle de missiles, on parle d'aérodynamisme, on parle d'électronique, on parle d'un ensemble de compétences qui suppose donc tout un tas de recherches derrière, tout un tas de recherches fondamentales, tout un tas de recherches militaires, tout un tas de scientifiques. Et ça suppose quand tu descends, tu descends, tu descends, une grosse pyramide avec une grosse base. Une très haute pyramide, donc une bonne base. Et la bonne base, c'est l'éducation, l'école, tout ça. Et on voit que des pays comme l'Iran, qui pourtant
ont quand même quelque chose, hein, voilà et tout, mettre 20 ans. Donc, pour que les pays puissent être forts technologiquement et militairement, je veux dire, un simple missile suppose tout un tas de compétences et suppose tout un tas, une industrie derrière, des gens suffisamment cultivés, ça suppose un QI dans la population. Ben, ça suppose de construire des pays. Ce que le Hamas ne peut pas faire, ce que les Séoudiens, par exemple, ne peuvent pas faire. Ils n'auront jamais ces scientifiques, machin. Eux, ils peuvent juste acheter des choses sur étagère. Ce que d'autres pays arrivent à faire maintenant, comme la Turquie et comme l'Iran, qui eux ont les moyens maintenant de construire certains types de matos 100% national. L'Algérie commence aussi à essayer de faire ça. Elle a compris, ces pays-là ont compris qu'il fallait éduquer les gens, il fallait faire des facs, il fallait qu'il y ait de la recherche, il fallait qu'il y ait une grosse base pour que la pyramide soit très haute. Ah, les Israéliens, sur un plan technologique, par exemple, le dôme de fer a été acheté par la Roumanie, l'Azerbaïdjan, les Séoudiens l'ont acheté, et les Américains veulent acheter 2 batteries de ce système qui est mobile. En quelques heures, tu le déplaces. Hein, tu vois, c'est un très très bon système. Voilà pourquoi je voulais parler un petit peu de la défense antiaérienne israélienne, donc qui a été testée là, qui a passé le test, hein, qui est une excellente défense. Puis ça peut être intéressant pour la suite des événements, parce que moi je pense qu'elle va servir dans pas longtemps. Elle va servir et voilà. Donc après, moi je souhaite pas qu'elle serve, soyons honnêtes. Je préférais que personne se serve de ces armes dans la région. Mais là, elle vient de réussir un premier test, on va dire, contre un tout petit. Il faut se rappeler aussi que c'est pas les mêmes, ils boxent pas dans les mêmes catégories. Maintenant, par exemple, face au Hezbollah et ses 150 000 projectiles, missiles, roquettes, obus, ce que tu veux, enfin surtout missiles, roquettes, missiles guidés, tout ça et tout, ça va être une autre paire de manches. Parce que là, la saturation, c'est pas 117 roquettes en 1 heure, c'est peut-être 1000 ou 2000 ou 3000 roquettes et missiles. Le problème de ces défenses antiaériennes, c'est qu'elles coûtent très cher. Deux, elles ont quelques failles. Parce qu'une vraie saturation, elles tiennent pas. Trois, on peut les saturer avec des leurres, hein, avec des petits trucs. Hein. Tu sais, on peut imaginer, je sais pas, un système pas très cher pour faire croire que c'est des missiles qui passent alors que c'est des paillettes ou je sais pas quoi. Ça existe, hein, le système des shafts, des leurres magnétiques pour les bateaux par exemple, ou pour les avions. Hein, ça s'appelle des shafts, ouais, je crois. Donc ça peut aussi très vite se saturer. Et puis, épiphanie, quoi, voilà. Non, mais voilà, donc vous mettrez en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vais voir si j'ai pas mieux. Je vais enlever la roue. Je vais voir si j'ai pas mieux. Vous mettez en commentaire un petit peu ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit. Si vous connaissez un petit peu, attends, on va mettre front de David. Si vous y connaissez un petit peu en missile ou autre, si j'ai dit une connerie, si vous voulez préciser quelque chose, n'hésitez pas en commentaire hein, à préciser. Hein. Moi j'ai besoin de vos retours hein, s'il y a des gens qui ont besoin d'eux. Et je vous prépare une vidéo qui sera sûrement posée demain. Je vais la faire cette nuit, donc sur l'Algérie, hein, parce que hein, c'est un peu comme Snapchat, ma chaîne. On fait des stories maintenant. La Libye, le Venezuela. Mais au moins, vous voyez, on suit l'information. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'a pas parlé une fois d'un truc et non, non, on suit le truc. Et de temps en temps, hop, venez, on va en parler. Parce que ça a assez bougé pour que je puisse vous en parler. Et l'Algérie, je pense que je vais vous en parler parce qu'on a vu des choses spectaculairement, enfin spectaculaires, inimaginables il y a encore quelques années. L'arrestation de gros poissons. Et puis j'ai décortiqué un petit peu ce qui se passe. Hein, ça se passe très bien d'ailleurs. Et on en parlera dans cette vidéo. Merci à toutes et à tous, merci aux nouveaux abonnés, merci à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas compris les commentaires, enfin maintenant si, je pense que les gens ont compris, les commentaires sont préapprouvés. Je les préapprouve une fois par jour. Donc si vous ne voyez pas votre commentaire passer, ne vous inquiétez pas, il passera à un moment donné s'il doit passer. Merci à toutes et à tous et j'espère que cette vidéo vous conviendra. Et donc vidéo sur l'Algérie. Et samedi, préparez-vous à quelque chose. J'ai pas le droit d'en dire plus. Mais samedi, il y aura un live. À bientôt.